Ce mois-ci, dans Populaire, on va enfin pouvoir revenir à de la bonne grosse pop culture de geek, parce que ça y est, la deuxième saison tant attendue de Arcane est sortie. Tant attendu car la première avait été un phénomène culturel massif, provoquant un véritable engouement autant critique que public. Alors on va revenir dessus et aller un peu plus loin, car cette simple adaptation d'un jeu vidéo populaire, si on y réfléchit bien, ressemble à une véritable anomalie dans une production culturelle dominée par les plateformes, les adaptations transmédia et les franchises. Pourquoi Arcane ne devrait pas exister et comment ça se fait que ça existe quand même? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, je vais essayer d'expliquer Arcane de manière à ce que même les plus gros darons, même le plus vieil abonné de l'UMA, qui niveau jeu vidéo en est resté à avant la chute du mur de Tetris, comprennent le phénomène. Car en effet, il s'agit de l'adaptation en série animée par le studio Fortiche, pas mal non, c'est français, d'un jeu vidéo très populaire chez les jeunes, League of Legends. Bon alors, je dis chez les jeunes, même si, bon, il a été lancé en 2009, donc j'imagine que ça doit déjà être un truc de vieux pour la génération qui est plus sur Fortnite, ou sur... En fait, je sais même pas à quoi jouent les gosses maintenant, hein, parce que moi, à la base, je jouais à StarCraft, hein, le 1. Donc voilà, hein, si ça peut rassurer les boomers, même si j'y ai passé du temps top lane avec mon Urgot, c'est déjà trop génération Z pour moi. Et vous allez tout de suite comprendre une première raison pour laquelle ce n'est pas normal qu'Arcane existe. Parce que League of Legends, pour vous donner une idée, c'est ça. Vous avez même pas compris ce que vous regardiez, c'est normal. Et si je vous mets des gens qui commentent l'action... Qui va tomber ici, shutdown pour ZK, ça continue sur Honor sur le côté, la chute qui touche, ZK, et Pixel Perfect, est-ce que ça va suffire? Honor est très tanky, il finira par tomber, non, il survit, il tombera. Gilou? Je tente le tiramisu malgache. Certes, ça fait un moment que la fameuse malédiction qui semblait frapper les adaptations de jeux vidéo est levée, hein. Il y en a même de plus en plus maintenant. Mais le problème, c'est que LoL est avant toute chose un jeu compétitif. Des matchs sur un terrain virtuel, traditionnellement entre deux équipes de 5 joueurs avec des rôles définis. C'est un des jeux phares des fameux e-sports, les sports électroniques. Ils remplissent des stades, déplacent les foules et brassent des millions d'euros. Leurs visages ne vous disent peut-être rien, pourtant ils sont des stars dans leur domaine. On va pas vous expliquer l'ensemble des règles, hein, parce que je vous garantis que c'est nettement plus compliqué que celle du hors-jeu, que pourtant nombre de gens disent ne pas comprendre. Alors que c'est quand même vraiment pas compliqué, hein, le hors-jeu, vous faites vraiment aucun effort. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à l'écran, puisque dans beaucoup de sports, finalement, parfois l'action elle est localisée. Par exemple, dans tous les genres de balles, on suit la balle. Là, League of Legends, c'est vraiment, il y a de l'action qui se passe absolument partout. C'est comme si 20 joueurs sur le terrain avaient chacun une balle au pied. Vous avez pas besoin de tout ça pour voir le problème. C'est pas la même chose d'adapter un jeu qui a lui-même déjà une histoire, des protagonistes, un début et une fin, et ça. Donc déjà, comment? Mais surtout, pourquoi? Pourquoi vouloir absolument adapter League of Legends et pas faire, je sais pas, une série sur autre chose, voire, oulala, une création originale? La réponse, évidemment, elle est pas à chercher en premier lieu dans une démarche artistique, mais dans une logique industrielle. Le capitalisme du divertissement actuel se repose sur des franchises, des marques. Arcane existe parce que chez le développeur Riot Games, il y a du fric pour le faire. Et mieux, il y a du fric à se faire. La popularité déjà acquise de leur marque garantit un certain succès à son adaptation. Et une adaptation sur Netflix renforce la marque auprès de sa communauté, en plus d'en fournir une pub géante qui n'en a pas trop l'air. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit Banco. Avec cette grille d'analyse, la raison d'être d'Arcane n'est pas fondamentalement différente de pourquoi on a eu une série de films adaptés d'attractions de Disneyland, d'une gamme de poupées ou du toucher-coulé. Et parce que oui, Battleship, c'est une production Hasbro adaptée du toucher-coulé. Tout comme il y a un film Monopoly en préparation et qu'on a déjà le Ouija et le Cluedo. 1985 le Cluedo quand même. Et tout comme, rappelons-nous, hein, les geeks nostalgiques, que la raison d'exister de beaucoup de nos dessins animés d'enfance, c'était d'être des pubs déguisés en fiction pour des gammes de jouets. Tout ça provient à l'origine de la structuration même du capitalisme états-unien en conglomérat, comme l'explique Alexis Blanchet dans Des pixels à Hollywood.
Depuis 1962, les major companies sont passées une à une sous le contrôle de puissants conglomérats qui s'octroient par ce rachat une branche de divertissement et se constituent ainsi différents départements spécialisés dans chaque domaine des loisirs, allant de l'activité de base liée à la production de longs métrages au parc d'attractions en passant par l'édition pour la jeunesse. Comme le souligne Robert Gustafsson, de multiples sources de profit qui s'émulent et se renforcent les unes les autres au sein d'un réseau d'interconnexion complexe. Donc, quand on a ces outils d'analyse, ce qui paraît à la base une idée d'adaptation un peu tirée par les cheveux, semble tout à coup pas si absurde. Je veux dire, il y a un film, produit par Netflix et Kellogg's, sur les biscuits Pop-Tarts, écrit, réalisé et joué par Jerry Seinfeld. Sauf que, une fois qu'on a compris ça, l'existence d'Arcane pose toujours un gros problème. Il y a un truc qui est vraiment pas normal. Comment ça se fait que ça soit aussi bien ? Pas juste « ouais, bon, c'est chouette pour ce que c'est ». Non, c'est vraiment trop bien, au sens trop bien pour ce que c'est. Au fond, à quoi on pourrait s'attendre avec ce type de produit culturel ? Soit du pur fanservice, c'est-à-dire des contenus un peu superficiels pour faire plaisir aux fans, ce que sont globalement devenus 3/4 des blockbusters de licence. H, t'as vu ça? Tu m'étonnes que j'ai vu, c'est la moto de Kaneda dans Akira. Soit quelque chose qui promeut le jeu lui-même, ce qui a l'air d'être l'objectif premier. Ils auraient tout à fait pu faire une histoire genre film de sport. Il y a d'ailleurs plein de vidéos qui racontent des histoires de joueurs, d'équipes, de stars, de performances, voire de matchs eux-mêmes. C'est vraiment très populaire et pour cause, parce que ça fait de super histoires. Ils auraient même tout à fait pu adapter le jeu lui-même. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que League of Legends a beau ne pas être très narratif, il a quand même un univers fictif. Le joueur y est un invocateur. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Invocateur qui, dans la diégèse du jeu, est censé contrôler un avatar, un héros, au sein de ces matchs qui se déroulent au sein de la diégèse du jeu. Dans Arcane, rien de tout ça. Pire, dans l'univers du jeu, il y a une explication à ces fameux matchs. Pour éviter des guerres terribles, les différentes factions, on va dire, envoient des champions dans une arène pour régler leurs conflits. Et ben ça non plus. C'est-à-dire qu'ils ont foutu à la poubelle le principe même du jeu. Ce qui, pour un objet supposé le promouvoir, est un peu étonnant. Quelqu'un qui découvrirait la franchise avec la série, et qui voudrait retrouver cette ambiance, ces personnages, cet univers en y jouant, et qui se retrouve à rien biter, à éplucher des tutos sur internet pour savoir quel bidule équiper sur quel perso, à quel moment, et depuis la dernière mise à jour, la méta s'est jouée à des victoires en jungle, avec gank mid lane à 3 minutes, tout ça pour se faire insulter en espagnol après être mort 50 fois. Mais comment fonctionne este puto juego de mierda, joder? Il peut peut-être avoir l'impression de s'être fait tromper sur la marchandise. C'est trop nul, frère. Je m'énerve pour rien. Je suis tout le temps, je suis aigri, je suis triste, alors qu'il y a rien d'autre, frère. Tout se passe bien. Comme je l'ai dit, c'est pas que le jeu a pas d'habillage narratif, hein. Il a un lore, comme on dit, assez touffu même, et c'est pas qu'il y a pas de personnages, de héros, avec une histoire, une caractérisation, des relations même, c'est plutôt qu'il y en a 167 à ce jour. Mais tout ça, là encore, découle du système de jeu, pas en premier lieu d'une volonté de raconter une histoire. La caractérisation des personnages reflète par exemple leur gameplay, leur façon d'être joué, comme dans les jeux de baston. Quand c'est un gameplay de gros bourrin, le personnage, ça sera un gros bourrin. Et quand c'est des mécaniques, disons, de vol de vie, ça sera un vampire par exemple. Quand il gèle ses adversaires, il pourra trouver son origine dans les parties nordiques de l'univers, etc. Le principe de League of Legends, grossièrement, c'est... À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Un énorme mash-up sans aucune limite. Le kiff, c'est de pouvoir faire s'affronter des ninjas, des pirates, des chevaliers, des vikings, des magiciens, des loups-garous, des démons, des dieux égyptiens et... Timo. Les inspirations viennent ouvertement d'autres univers sans aucun rapport entre eux, et c'est ça qui est cool. En dehors des archétypes classiques de fantasy, lui par exemple c'est le roi singe de la mythologie chinoise, lui c'est les ours de la boussole d'or, lui c'est Blade, lui c'est Philippe Martinez. Et on me fera pas croire que Echo c'est pas 100% shippé sur le jeu Transistor, mais c'est plus pointu, je vous l'accorde. Bref, pour le jeu, ils ont dû bricoler un monde à peu près cohérent avec tout ça. Ça marche très bien pour ce cadre-là, mais alors pour en faire une série digeste, c'est-à-dire une fois déconnectée de ses raisons d'être structurelles, c'est un sacré bordel. Les mecs, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est complètement débile Mario, c'est un plombier italien qui saute sur des champignons et des tortues. Lol. L'univers de Mario a du sens.
sauf qu'on ne peut comprendre son esthétique qu'au travers du prisme du gameplay. Pourquoi les Goombas sont des champignons ? Parce qu'un champignon a une forme de bumper, ce qui fait qu'il semble logique et évident de lui sauter dessus. Pourquoi est-il plombier ? Il est plombier parce qu'il entre dans les tuyaux, et il entre dans des tuyaux parce que le design d'un tuyau force notre instinct de joueur à appuyer vers le bas pour y entrer. C'est pour des raisons de jeu que Super Mario Bros s'affranchit de toutes les règles de cohérence qui sont nécessaires pour faire un bon film. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Arcane ? À contre-courant des tendances lourdes de l'industrie, ils ont pas fait une grosse orgie de clins d'œil sans queue ni tête en maximisant tout le catalogue de jouets qu'ils avaient. Ils ont laissé tout le gras de côté pour se concentrer au sein de cet univers qu'on devine par ailleurs sur les aspects steampunk, biopunk, des villes de Piltover et Zone, un peu plus originaux que les aspects de fantasy les plus vus et revus. Ils ont pioché dans l'énorme écurie de personnages ceux dont ils voulaient raconter l'histoire, et surtout ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut bien raconter avec ça. Bref, ils ont cherché comment, en tenant compte de ces contraintes de production, ils pouvaient écrire une bonne série. Et ils ont trouvé le moyen d'en faire une excellente. Alors déjà, c'est hyper beau, il y a une vraie proposition formelle, un peu dans la mouvance des Spider-Verse, en tout cas à milieu des machins génériques habituels, même si c'est un peu en train de devenir une norme à son tour, mais bon, passons. On regarde un produit dérivé et on se retrouve face à une série sur la croyance dans le progrès technique et celle dans le progrès social, sur les sociétés d'apartheid, sur la lutte des classes, sur les stratégies de lutte et sur la répression, sur l'utopie, la dystopie, mais aussi l'amour, la famille, l'enfance, la trahison, sur plein de trucs quoi. On est face à des bonhommes que tu peux acheter dans la boutique d'un jeu, et au lieu de les voir juste enchaîner des exploits contre des méchants, on se retrouve face à un récit choral écrit comme une tragédie naturaliste, avec de vrais personnages qui ont des vraies psychologies et qui racontent tous une histoire de cette ville, dont les trajectoires se croisent, se lient, s'entrechoquent, se déchirent au gré des événements, qui sont définis non pas par des jugements moraux, mais par leur place, leur réalité sociale, leurs traumas, leurs affects, etc. Arcane, je suis désolé, c'est The Wire. Non mais c'est à peine une vanne, je vous jure, c'est du Zola steampunk avec de la bagarre. Il y a quand même du fanservice dans Arcane, quand même, et notamment d'éléments de gameplay, mais là où ils sont trop forts, c'est que par exemple, c'est justement le dernier truc avec Jinx, le climax vraiment de la saison où elle fait un truc que je ne spoilerai pas, mais en fait, ce qui est génial, c'est que c'est le climax, c'est une scène hyper forte où tu te dis putain, mais tout va être chamboulé, et c'est trop grave ce qui se passe et tout machin. C'est ce qu'elle fait, c'est littéralement son sort ultime dans le jeu. Et moi, je suis désolé, mais genre, c'est un truc d'écriture, mais qui est génial. Et l'autre truc qui est trop bien sur le fanservice, quand tu connais le jeu, tu sais ce que vont devenir les persos un peu. Notamment, par exemple, tu vois la scène où ils vont récupérer leur équipement emblématique. T'as le truc de joueur de dire « Yes, c'est bon, Vi elle a récupéré ses gants, Jace il a son marteau bizarre, chelou et tout. » Et t'as la scène fanservice où ils défoncent des méchants avec, c'est trop stylé, etc. et tout. Mais là où tu vois qu'ils sont trop malins, c'est qu'ils font cette scène fanservice, et je vais pas spoiler, mais pour ceux qui se souviennent, il se passe un truc à la fin de cette scène qui fait qu'en gros tu tapes 2 minutes de yeah, trop cool, la baston, les pouvoirs des personnages et tout, trop bien, c'est comme dans le jeu, et il se passe un truc grave. Mais je trouve que ça se voit que les gens qui ont écrit cette série sont des gens qui réfléchissent et qui font pas des réunions en disant là faut qu'elle fasse son sort de ça, là faut qu'il fasse son sort de ça, là faut qu'il fasse sa réplique du jeu, gna gna gna, c'est clin d'œil de merde, de trucs Marvel pourris. Ils les ont mis, mais ils les ont mis d'une façon hyper intelligente, quitte à carrément réfléchir à ok, ça c'est le sort ultime de Jinx, qu'est-ce qu'on peut raconter avec le sort ultime de Jinx ? Comment ça se fait ? Comment une telle industrie de costards-cravates qui vendent la culture comme des bidons de lessive peut produire une chose comme Arcane ? C'est peut-être pas les mêmes ? Les costards-cravates qui donnent le feu vert pour des objectifs bassement commerciaux, c'est pas plus eux qui font concrètement les produits que Bernard Arnault ne coule les sacs. Là, on a expliqué ce qui justifie industriellement l'existence d'Arcane. Mais la série est à l'initiative de 2 types de l'équipe créative. Christian Linke, dit Préco, qui est en fait compositeur à la base, et Alexis, dit Scribbles, un gars du service client qui avait fini par intégrer l'équipe narrative. Et en fait, eux, ils avaient déjà convaincu la boîte de produire des trucs pour faire vivre l'univers du jeu à des fins de community management, promotionnel ou pour un événement spécial. Mais dans ce cadre, ils avaient produit des choses relativement autonomes, des clips musicaux, des courts-métrages, avec des vraies pattes artistiques en bossant avec différents artistes, dont Fortiche, qui avait notamment réalisé ce clip dont la vocation était de promouvoir la sortie d'un nouveau personnage, mais qui, en tant qu'objet, était un vrai clip d'animation cool, avec un vrai morceau original qui est mortel même si vous avez aucune idée de ce que vous regardez.
Vi et Jinx, c'était des personnages sur lesquels on avait travaillé ensemble avec l'équipe de game design quand elles ont été créées pour le jeu. Mais du fait de sa nature, on a toujours senti qu'il y avait tellement plus à raconter. Il y a peu de place pour les tensions intérieures et les histoires de ces personnages pendant que tu les joues, juste des petites histoires en couleur et des biographies. Au final, ça revenait simplement à comment tu racontes une bonne histoire. Beaucoup de temps a été consacré à apprendre et s'entourer des bonnes personnes. En fait, Arcane, ça serait l'inverse d'un accident industriel, un petit miracle dans un océan de machins commerciaux dispensables. Et pourtant, Arcane est un pur produit de cette industrie du divertissement de masse. Est-ce à dire que ce mode de production permet de produire de bonnes choses, ou bien, en cela précisément que c'est un miracle, un bel accident, de bonnes choses sont produites malgré ce mode de production. Arcane, c'est vraiment un de ces exemples bizarres où personne leur avait demandé de faire aussi bien. Et il y en aurait d'autres, hein. Prenez le Chapeauté 2. Vous avez vu le Chapeauté 2 ? Le machin, c'est la suite d'un dérivé de la suite de Shrek. Vraiment, il n'y a pas plus à exploiter le filon jusqu'à la corde. Hein. Et d'ailleurs, qui se souvient du Chapeauté 1 ? Les gars, on leur a dit le conseil, ils veulent un autre film avec le chat mexicain, là, les contes et tout, ça marche bien, ça, tenez, 100 millions. Et on sait pas pourquoi, au lieu de faire le minimum syndical qui est ce que ça mérite, ils se sont quand même dit « Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire de quand même bien à partir de ces conneries ?» Ou alors Cowboy Bebop, la série animée culte qui est admirée comme une œuvre hors norme, avec une démarche artistique vraiment à part de création collective, à la base, comme souvent dans l'industrie japonaise, ça a été financé par Bandai dans le but de vendre des figurines. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout plein de super chouettes designs de vaisseaux. Sauf que la division jouée, quand ils ont vu le truc, ils ont flairé qu'ils se faisaient un petit peu enfler et que ça vendrait rien du tout comme figurine, donc ils ont direct coupé les vivres avant qu'une autre division sauve le projet in extremis. Et même en fait, Pirates des Caraïbes finalement, exploiter une licence de parc d'attractions, c'est une des pires raisons possibles de faire un film. Bon tant qu'à faire, ils ont fait un bon film de pirates, en se battant contre les exécutifs qui voulaient pas du tout que ça ressemble à ça. Résultat, ça a cartonné, retournement de veste, et les exécutifs ont exploité le filon comme pas permis, et c'est très vite redevenu de la merde. Comme avec Deadpool, où Ryan Reynolds s'est battu des années pour faire ça, et puis finalement ça a marché, et maintenant tous les films veulent être plus Deadpool que Deadpool, à commencer par Deadpool, et c'est insupportable. T'as des gens, les studios leur donnent de la merde, ils en font de l'or. Et les studios, ils veulent maximiser leur or, et ils en font de la merde. Comme disait Marx, le capital, c'est du travail mort qui ne s'anime qu'en suçant, tel un vampire, du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Mais c'est là où ils sont forts. Perso, j'ai envie d'appeler ça le syndrome Barton Fink. Parce que j'aime bien inventer des noms de syndromes et puis ça fait plus intello comme référence. Barton Fink, c'est un film des frères Cohen sur un auteur de théâtre très exigeant qui, pour rentrer de la thune, accepte d'écrire pour un gros studio des films de catch, genre un peu populaire à l'époque. Et vraiment, alors que tout le monde, à commencer par le studio, s'en tape et trouve que c'est de toute façon de la merde commerciale produite à la pelle pour faire de l'argent facile, lui non. Il peut pas. Il veut comprendre la puissance du film de catch. Pourquoi les gens aiment ça, ce qu'on peut raconter de profond avec, alors que personne lui a demandé, qu'il est payé pareil et qu'il fout la production en retard à trop se prendre la tête. I try to show you something beautiful. Something about all of us. You think you're the only writer that can give me that Barton Fink feeling? I got 20 writers under contract! I can ask for a Fink type thing from! On comprend pas vraiment les phénomènes culturels si on voit juste Netflix, Riot Games, comme des entités monolithiques, alors que ces gros machins sont plus des espèces de bureaucraties privées composées de différents acteurs avec des contradictions, des rapports de force, des réalités et des objectifs différents, des angles alpha même comme dirait l'autre. Comme dans Arcane quoi. Pour vous dire, on est au point où les gros studios produisent des trucs tout finis, où les gens ils sont tout fiers d'avoir bien bossé sur leur bébé, et tout ça pour les foutre à la poubelle pour avoir des réductions d'impôts. Il y a un film Looney Tunes où ils avaient fait toute l'animation, c'était un peu Roger Rabbit avec des humains et des Looney Tunes en dessin animé, et c'est tout fini, ils ont tout fait les animations, et il y a tous les témoignages des gens qui sont dégoûtés, qui ont bossé dessus parce qu'ils étaient hyper fiers de leur truc, ils trouvaient ça trop bien, et tout, et on le verra jamais. C'est comme ça que tu peux tout à fait avoir des œuvres qui parlent, par exemple, de lutte de classe, et qui servent de vitrine à des boîtes qui apprécient nettement moins quand ça sort du dessin animé.
Parce que même si on peut et on doit arriver à produire de bonnes choses malgré ce système, comme par exemple faire des chroniques aux petits oignons sur YouTube, ça ne veut pas dire que le système est une bonne chose pour autant. Que ce soit bien ou pas bien, ils s'en foutent. Si ça rapporte du fric, ou même de la visibilité, des prix, une fanbase motivée, ou un peu de prestige, eh ben autant que ce soit chez eux. Et s'il y a de vrais talents à exploiter, autant que ce soit à leur profit. Et évidemment, ils auront aucun problème à banquer, même sur les affects les plus transgressifs, tant que vous restez Netflix and chill. Quand le CM de Netflix France, il balance la bande-annonce de la saison 2 d'Arcane, où c'est émeute générale, et que ça tombe le jour où on apprend que le Premier ministre, ça va être Barnier, et qui met juste la réplique « tout cramé ». Vous vous doutez bien qu'ils savent ce qu'ils font, hein. C'est toujours le casino qui gagne à la fin. With all due respect, sir, I think it's the best work I've done. Don't gas me, Fink. If your opinion mattered, I guess I'd resign and let you run the studio. Well, it doesn't, and you won't. And the lunatics are not going to run this particular asylum, so let's put a stop to that rumor right now. Tout ça pour dire, tout cramer, ça défoule, c'est marrant 5 minutes, mais syndiquer les équipes et collectiviser Netflix, là, on commence à discuter.